Aucun régime au Mali n'a équipé autant l'armée que la transition qui est en cours. Donc effectivement, il y a encore des efforts qui restent à faire, mais je crois que c'est un épisode qui est passager et je pense que Ah, l'armée vous reprenez les malienne... propos du président de la transition qui a qualifié de crise conjoncturelle mais surmontable. Est-ce que vous partagez les propos du chef d'État malien? Le chef d'État autocratique malien, il a ruiné le pays en achetant aux Russes qui ne se sont jamais autant enrichis sur le dos du peuple malien des armes inadaptées à la guérilla antiterroriste. Bonsoir à tous. Comment le gouvernement malien fait face au blocus sur le carburant imposé par le JNIM? Faut-il dialoguer avec ces terroristes pour pouvoir débloquer la situation? C'est une proposition de certains intellectuels et politiciens maliens. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Brahima Sidibé, doctorant en analyse du discours. Bonsoir Brahima. Bonsoir Karim. Heureux de vous retrouver. Merci. Et Adama Touré, secrétaire général du panel des démocrates et Premier ministre du gouvernement malien en exil. En effet, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Monsieur, dans cette première partie, j'aimerais qu'on analyse ensemble la gestion du gouvernement face à cette crise du carburant. Brahima, quel est votre regard sur la gestion des autorités maliennes face à ce blocus imposé par le JNIM? Oui, alors j'aimerais peut-être au début préciser que je ne débat pas avec lui en sa qualité de Premier ministre malien en exil. Il a insisté pour que je ne le reconnais pas comme tel. Mais par contre, pour revenir à la question, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on constate une certaine accalmie dans cette crise de carburant. C'est vrai qu'il fut un temps, donc quelques jours de cela, où c'était assez tendu. On voyait des longues files d'attente dans les stations à Bamako. Donc depuis une dizaine de jours, je pense que le fil commence un peu à baisser, même s'il y a encore des difficultés pour accéder à ces précieux sésame. Autre chose qu'on peut constater aussi, c'est que pas plus tard qu'hier, on a constaté qu'il y a une certaine amélioration dans les démarches administratives. Vous savez, souvent quand les citernes quittent le port pour aller à Bamako, donc il y a des formalités qu'on remplit donc, à l'Office malien des produits pétroliers. Le Premier ministre a fait une visite dans cette administration donc, en facilitant les démarches, donc c'est toutes choses qui pourraient faciliter l'approvisionnement en carburant. Autre signe important, d'ailleurs le plus éloquent qui indique qu'il y a une certaine amélioration, c'est l'organisation à Bamako, il y a quelques jours, du salon des armements, donc BAMEX, donc, qui est à sa première édition, et qui va d'ailleurs à l'encontre de toute cette cabale médiatique qu'on a constatée ces derniers jours, qui indiquerait que Bamako serait sous blocus et encerclé par les îles. Donc pour me résumer, effectivement, les difficultés existent encore, mais je pense que nous allons progressivement vers une certaine amélioration. Monsieur Touré. Alors, pour moi, il y a une fuite en avant du régime autocratique en place qui pousse le pays dans un cul-de-sac, puisqu'on n'a pas une solution pérenne à ces problèmes d'approvisionnement, si ce n'est, encore une fois, une compromission, un accord de compromission avec les groupes armés terroristes en face. On a vu le marchandage qui a eu lieu il y a à peine 2 semaines où des rançons ont été encaissées par les deux parties sur le dos des pauvres victimes otages. Vous faites référence à quel... Je fais référence à l'Émirati qui a été... Vous en avez des preuves? Qui a été libéré. La presse crédible en a parlé, en a fait écho, en a documenté comment dire? La presse crédible, vous avez... En l'occurrence, la presse internationale, Jeune Afrique et d'autres médias importants, dont je ne doute pas de la crédibilité, à moins que ce soit le cas pour... Alors, pour mieux comprendre, vous dites qu'il y a aujourd'hui un accord, il y a une discussion entre les autorités maliennes et les groupes armés terroristes, c'est ça? Justement, pour desserrer le taux sur la capitale. Donc, il n'y a pas d'avenir avec cette gente, sur tous les plans. Et c'est pour ça qu'ils vont
conduire le pays au précipice. Ce qui compte pour eux, c'est de préserver leur pouvoir. Or, leur pouvoir compromet l'avenir du pays jour après jour. Donc, il n'y a pas de solution pérenne à cela. C'est pour ça que nous, on propose justement tout un projet politique, parce qu'on a beau acheter toutes les armes du monde, le problème du terrorisme, ce n'est pas un problème de guerre conventionnelle. Hein. Le Mali n'a pas un problème de défense. Tout le monde dit que le Mali est en guerre. Le Mali n'est pas en guerre, techniquement parlant. Le Mali est en guerre civile. On n'a pas un problème de défense, on a un problème de sécurité nationale. Sécurité nationale. Guerre civile, c'est-à-dire? La guerre civile, il faut distinguer la défense nationale de la sécurité nationale. La guerre conventionnelle de la guerre civile. La guerre civile, La guerre asymétrique ou la guerre civile? La guerre civile. Expliquez-vous. La guerre civile, lorsque des insurgés nationaux s'opposent à l'État en place, au pouvoir en place. Les insurgés nationaux, on n'est pas en 2000 où on avait des djihadistes syriens. Vous ne voulez pas nommer les terroristes, c'est les terroristes libyens et autres. Insurgés nationaux finalement. Attendez, j'arrive. C'est des insurgés nationaux. Si vous tuez tous les Donc terroristes... Donc ce n'est pas des terroristes, c'est des insurgés nationaux. Parce que soyons clairs. C'est des terroristes. Ils emploient un mode opératoire terroriste. Choisissez votre terme. C'est des insurgés nationaux ou c'est des terroristes? L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Non, c'est très important de requalifier. Non, mais parce que là, oui. Faudrait quand même Est-ce que le JNIM, pour vous, c'est quoi? Ce sont des insurgés? Les terroristes, c'est des insurgés aussi. C'est une insurrection terroriste. Donc, avec un mot de finalement, mais c'est une guerre civile au sens que l'état-major de ces groupes terroristes est constitué de Maliens. L'effectif au combat est constitué de Maliens. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas un problème de défense. Nous n'avons pas une guerre on n'a pas une guerre avec une puissance étrangère. On a une guerre à l'intérieur. Donc, la solution, elle est plus politique que militaire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a tout un plan au niveau du gouvernement en exil pour sortir le pays de cette impasse-là. Comme ce sont des Maliens, il faut dialoguer avec eux? Il faut dialoguer avec eux puisque c'est un fourre-tout, ces mouvements. Il y a des personnes qu'il faut déradicaliser, qu'il faut enlever de cette mouvance-là. C'est des Maliens, c'est des jeunes comme nous qui n'ont pas eu la chance, en fait, de bénéficier des services sociaux de base, de moindres services publics, de moindre éducation de l'État. Yadagali, il n'a pas connu, il n'a pas bénéficié des services sociaux. Non, j'arrive. Ancien ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Vous parlez de leur état-major. Moi, je parle des petites mains de ces djihad-là. Sans la tête, il n'y a pas la queue du poisson. Allez-y. Je termine rapidement pour qu'on passe à autre chose. Si vous permettez. Oui. Et il faut que le pays revienne dans un contexte de gouvernement civil d'abord, puisque on ne peut pas en vouloir à un groupe totalitaire de s'emparer du pouvoir d'État par la force, pendant qu'un autre groupe totalitaire, putschiste, s'en est déjà emparé. Donc, on ne peut pas condamner l'un et dédouaner l'autre. Et le gouvernement malien en exil, il répond à quelle autorité? Le gouvernement malien en exil n'exerce pas un pouvoir coercitif sur le Mali. Ça s'appelle la sécession. C'est un gouvernement de désobéissance civile. C'est la sécession. Il n'y a pas de sécession puisque l'État malien est intact. Mais en contestant les autorités, vous mettez en sécession. Ce gouvernement ramène tout simplement la souveraineté populaire au peuple lui-même. C'est tout. Oui, Notre gouvernement organise des élections. Mais les propositions concrètes sont d'abord qu'il faut ramener un gouvernement civil. D'accord. Il faut ouvrir le jeu politique aux insurgés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de prendre des armes pour avoir des revendications religieuses ou politiques, si le jeu politique est ouvert, avec la possibilité de passer au référendum d'initiative populaire,
des objets, des revendications religieuses ou territoriales. Donc, éventuellement, faire de Yaya Gali un candidat à une prochaine présidentielle. Non, nous déjà au gouvernement en exil, on supprime l'élection présidentielle. Ok, bon, on va revenir sur le sujet malien, c'est plus intéressant, parce que là, les Maliens qui nous regardent, ils se disent, mais on cherche des solutions pour répondre à la crise. Vous, selon vous, s'il y a un problème aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un gouvernement militaire. Entre autres. Sauf que allez-y, Brahima. Oui, je voudrais quand même rappeler que lorsque la crise a éclaté en janvier 2012, c'était un régime démocratiquement élu qui était au pouvoir, le régime d'Amadou Toumani Touré. Donc dire que en changeant uniquement les militaires par le civil, je ne pense pas que cela soit la bonne solution. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Les affirmations dont je vous laisse la responsabilité, selon lesquelles le gouvernement du Mali serait en négociation avec les groupes armés ou alors aurait versé des sommes à des groupes terroristes. Et je suis assez étonné quand même de voir que vous ne qualifiez que de crédible une presse que lorsqu'elle est internationale. Et ça, pour quand même... compléter vos propos, je le disais effectivement dans le point ce matin qu'il y a des discussions. Bon, en fait, nous, on n'a pas encore la preuve de cette... Mais c'est un narratif qui commence à monter. Allez-y, Brahima, désolé, c'était pour compléter. Oui, donc ça, c'est assez troublant comme qualificatif. Donc, qualifier la presse internationale de crédible uniquement parce que c'est la presse internationale. Maintenant, dans les fonds du sujet, effectivement, il y a des voix qui s'élèvent en disant qu'il faut peut-être négocier. Et d'ailleurs, dont l'une est restée au Mali, donc Maître Oumontagatal, qui a fait un communiqué tout récemment et qui a fait des propositions, mais qui est assez lucide, qui est beaucoup plus lucide que ce que j'entends ici, parce que qui a posé quelques questions essentielles. Avec qui négocier, quand négocier, que négocier et où négocier? C'est ça la question finalement. Parce qu'en réalité, c'est ça le fond du sujet. Parce que quand j'entends qu'on qualifie les terroristes des insurgents nationaux, c'est une façon de minimiser. On appelle ça en analyse de discours politique, il fait de l'idéologie là. C'est-à-dire qu'une qualification qui donne une certaine image adoucie à c'est des terroristes, pas plus ou moins en fait. Les actions qu'ils entreprennent, c'est des actions terroristes. Et d'ailleurs, je suis assez surpris que vous vous contredisez entre deux plateaux, parce que sur un autre plateau, vous êtes dissocié, désolidarisé de l'un de vos co-débatteurs avec qui vous étiez censé être sur la même longueur d'onde en les qualifiant de terroristes. Aujourd'hui, vous amenez, vous dites totalement le contraire de ce que vous avez dit il y a quelques jours. Donc, maintenant, aujourd'hui, je pense que ce qu'il y a lieu de faire, il est vrai que cette crise, pourquoi elle prend autant de l'ampleur? Parce que nous parlons quand même du carburant, et c'est le carburant, en fait, c'est indispensable. C'est vrai que la méthode employée jusqu'ici, il peut y avoir des failles. On est d'accord parce que le carburant, c'est un liquide inflammable. Donc, lorsque vous les faites escorter par un convoi de militaires, forcément, la moindre attaque peut conduire à des dégâts. Donc, ça, c'est effectivement... Mais je crois qu'il y a des mesures qui sont en train d'être prises, comme je l'ai dit, et ça se voit, il y a une certaine accalmie. Aujourd'hui, quand vous voyez la circulation à Bamako, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle avait. Les écoles avaient été fermées, elles ont rouvert. Ça aussi, c'est des indicateurs qui indiquent qu'on amène vers une certaine accalmie. Maintenant, la négociation, pourquoi pas? Mais je ne crois pas qu'on ait... Vous n'êtes pas fermé à cette option? Oui, pourquoi pas, mais je veux dire, les timings maintenant là, est-ce que là où nous sommes aujourd'hui, il est opportun pour le gouvernement du Mali ou pour le peuple malien finalement? Parce que moi, j'ai l'impression que dans tout ça, ce qu'on oublie, c'est le peuple dans tout ça, parce que c'est eux qui subissent... Mais Brahima, avantage, inconvénient. Pourquoi faudrait-il négocier avec des terroristes? Non, je dis simplement que à l'heure où nous sommes, il n'est pas question justement de négocier avec ces groupes terroristes. À votre avis, un jour, l'option s'imposera? Si jamais ils changent de cap, parce que c'est aussi ça, moi je suis conscient qu'un terroriste peut se repentir. Un terroriste peut se repentir. On a vu aujourd'hui, que d'anciens membres de Boko Haram au Nigeria se sont repentis. Pourquoi pas à ce moment-là? Mais du moment où ils prennent les armes, ils attaquent des populations civiles, paisibles situations civiles, où ils essayent de mettre à mal la bonne masse du pays, je pense qu'il n'est pas question de négocier avec eux. Mais Brahima, pour certaines analyses, cette situation montre que l'armée malienne est mal équipée, débordée et stratégiquement désavantagée pour contrer les tactiques terroristes en constante évolution. Vous savez, ça a été... Bon, c'est pas une expression galvaudée quand on dit que c'est une guerre asymétrique qui est totalement différente d'une guerre conventionnelle telle qu'on peut connaître sous d'autres cieux. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que vous avez des groupes terroristes qui sont en débandade, qui ont été mis à mal au septentrion et au centre du pays et qui tentent maintenant d'aller un peu vers le sud et l'ouest.
et maintenant en s'attaquant aux citernes, parce qu'avant on assistait à l'attaque des camps militaires, etc. Maintenant ce n'est plus le cas. Je pense que c'est une guerre où il faut effectivement savoir s'adapter. Ça aussi c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la menace constamment. Et je crois que c'est facile de critiquer dans ces conditions-là parce que n'importe quelle armée au monde, on a vu les attentats terroristes en plein cœur de New York en septembre 2001. Donc je ne pense pas qu'on puisse, à travers ces actes-là, dire que l'armée malienne, aujourd'hui, je ne pense pas qu'aucun régime au Mali n'a équipé autant l'armée que la transition qui est en cours. Donc effectivement, il y a encore des efforts qui restent à faire, mais je crois que c'est un épisode qui est passager et je pense que... vous reprenez les propos du président de la transition qui a qualifié de crise conjoncturelle mais surmontable. Est-ce que vous partagez les propos du chef d'État malien? Le chef d'État autocratique malien, il a ruiné le pays en achetant aux Russes qui ne se sont jamais autant enrichis sur le dos du peuple malien des armes inadaptées à la guérilla antiterroriste. Des missiles sol-air, des drones tueurs qui tuent plus de civils d'ailleurs que d'insurgés en état de combat. Le régime a ruiné le pays en se dotant d'armes de guerre conventionnelles en prévision d'une intervention probablement des forces d'attente de la CEDEAO. Donc le régime a ruiné le pays en se protégeant. Les forces d'attente de la CEDEAO n'ont jamais menacé d'intervenir au Mali. C'est au Niger, pas au Mali. Monsieur. Non, mais ne dites pas non plus, venez pas sur le plateau. Vous faites référence aux menaces oui, pas au Mali. Pour libérer le président Bazoum. Non, c'est très réducteur. C'est très réducteur de dire que je ne vous ai pas interrompu. Non, mais clarifiez votre position. Le dispositif est là. Le dispositif des forces d'attente de la CEDEAO est là bien avant le coup d'État au Niger. Même ils n'ont pas menacé d'intervenir au Mali. Monsieur, ne m'interrompez pas. Allez-y, terminez. Vous savez, le Mali, d'abord, le régime militaire autocratique a eu un accord avec la CEDEAO pour une transition de 2 ans. Oui, on donc, ça très bien. À l'issue de cette transition de 2 ans, oui, il devait rendre le pouvoir. Mais la question, lorsque le président était toujours sur la table. Lorsque le président... Mais ce qui est sûr, c'est... On ne va pas se perdre. Lorsque le président dit que la crise est conjoncturelle mais surmontable, qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, c'est ce que j'ai dit. Il a apporté des réponses, des mauvaises réponses à la question. Nous, aujourd'hui, nous pensons que l'approche de la communauté internationale qui était de voir dans cette crise toute sa dimension tout son caractère multidimensionnel était approprié. C'est pour ça que nous, on propose d'abord qu'il y ait un climat politique approprié. Pour répondre à la crise des carburants, les Maliens qui vous regardent, vous qui vous présentez comme Premier ministre d'un gouvernement en exil, qui vous regardent, qui attendent des solutions, vous leur dites quoi? C'est ça la question, monsieur? La solution pour eux, c'est d'abord que la souveraineté revient au peuple lui-même. Donc, en organisant des législatives et pas une présidentielle. Il y a un blocus, on va aux élections. Non, j'arrive. Il faut d'abord... À court terme. Il faut d'abord une transition civile qui s'instaure, qui va proposer aux insurgés des facilités politiques pour pouvoir revendiquer autrement ce qu'ils revendiquent aujourd'hui, hélas par les armes. Il faut le programme Repentir sincère que nous avons élaboré au gouvernement en exil, qui va permettre à un grand nombre de nos concitoyens qui ont embrassé le terrorisme de pouvoir se soustraire de ça. Non, donc, c'est Repentir sincère. Vous dites que c'est des insurgés nationaux. Pourquoi c'est Repentir alors? Le terrorisme est domestique. Ce n'est pas parce que c'est des terroristes que ce n'est pas des Maliens. Non, mais vous ne les reconnaissez pas en tant que terroristes, vous les reconnaissez comme insurgés Nous nationaux. les reconnaissons absolument en tant que terroristes. Les terroristes, c'est des insurgés. Okay. Les terroristes, c'est des insurgés. Bien sûr, c'est des insurgés. Terminé, monsieur. Ne me trompez pas parce que j'essaie d'être poli, de ne pas trop vous interrompre, pour pouvoir aller au bout de mon raisonnement. Donc, on a le droit aujourd'hui de rendre au peuple malien l'arbitrage d'une question politique existentielle par un gouvernement civil de transition qui va organiser les législatives, qui va autoriser
les négociations d'initiative populaire, qui va instaurer le programme Repentir sincère, qui va réinstaller les autorités locales. Il y a une grande partie. Tout ça pour répondre à la crise des carburants actuellement. Oui, parce que la crise du carburant, soit vous négociez, soit vous passez par tous ces mots. Mais lorsque le président dit il appelle à faire preuve de cohésion, est-ce que l'heure n'est pas à l'unité nationale? L'heure est à l'unité nationale, mais vous savez, il faut savoir sur quoi on s'unit. On ne s'unit pas derrière un tyran, on ne s'unit pas derrière un autocrate, on s'unit derrière un gouvernement légitime. Et ce monsieur a refusé d'organiser ne serait-ce que des législatives et des municipales dans ces pays. Encore moins la présidentielle. À l'inverse, il a organisé un référendum complètement inutile, puisque ça fait 2 ans maintenant, quasiment, que la Constitution, qui en est issue n'est pas opérationnelle. D'accord. Donc, je termine aussi oui, rapidement, parce qu'en fait, on n'est pas là pour parler du président Goïta aussi. Il faut avancer sur les sujets principaux. Il faut aussi donner aux insurgés. Il faut aussi parler avec eux. C'est du donnant-donnant. D'accord. Eux, de leur côté, il faut autoriser, c'est ce que je propose, au niveau des villages qu'ils contrôlent, qu'il y ait un mécanisme de prélèvement d'impôts ecclésiastiques volontaires, qu'il y ait des cours religieux, un enseignement religieux extrascolaire, qu'il y ait... Il faut conclure, monsieur. Une dévolution aux dignitaires religieux des missions de service public, notamment en matière de justice civile et d'état civil. Bien. Et des mécanismes comme ça sont des mécanismes d'apaisement qui vont nous permettre de rassurer les insurgés et de pouvoir transitoirement amorcer un processus constitutionnel qui va pouvoir traiter en profondeur, de manière structurelle, toutes ces questions. Très bien. Parlons un peu rapidement des réfugiés maliens. On a appris que selon le gouvernement ivoirien, il y a un afflux inhabituel de réfugiés maliens fuyant les attaques des groupes armés terroristes dans le sud du Mali. Brahim, ma réaction sur... Oui, alors effectivement, j'ai aussi appris cette information. Bon, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Lorsqu'une crise sévit dans un pays, le premier réflexe pour les populations qui subissent ces actions violentes, c'est de se refuser dans le pays voisin. Donc, à mon avis, bon, ce n'est pas forcément surprenant. Mais par contre, je crois qu'il faut quand même essayer de... comment dirais-je, poser un regard lucide sur cette situation. Parce que souvent, on a l'impression qu'il y a une amplification de cette situation. Je dis ça parce que tout récemment, on avait appris, donc, à travers des voies de presse également, que la région de Sikasso, donc, qui est une région voisine de la Côte d'Ivoire, serait totalement bloquée aussi, donc un peu comme ce qui avait été prédit pour Bamako. Sauf que avoir un peu les images qui nous proviennent de cette région, il n'en est rien. Donc moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réfugiés maliens qui sont partis en Côte d'Ivoire. C'est dans l'ordre normal des choses. Lorsqu'il y a eu la crise en Côte d'Ivoire en 2010, il y a eu des Ivoiriens qui sont venus au Mali, donc c'est tout à fait normal. Je vais peut-être dire 2 mots par rapport à ce qu'il disait juste avant. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui avaient espéré les ennemis du Mali, je les appelle comme ça parce qu'à mon avis, moi je fais une différence nette entre être un opposant politique, ce qui est tout à fait normal au régime en place, et soutenir les terroristes. Il y a vraiment une nette différence à mon avis. En fait, les ennemis du Mali, ce que je qualifie des ennemis du Mali, c'est ceux qui soutiennent les terroristes dans leur action de mettre le blocus sur Bamako. Une tentative de blocus, je dis, parce qu'il n'y a pas de blocus sur Bamako en réalité. Parce que ce qu'ils avaient espéré, c'est peut-être un soulèvement populaire contre le régime. Et sauf que c'est l'effet inverse qui se produit. Parce que ceux qui ne savent pas, et ça c'est un principe fondamental en politique, donc un apprenti politicien, vous devez quand même le savoir, c'est que lorsqu'une crise vient de l'extérieur, ça renforce les sentiments d'unité nationale. C'est ce qu'on a constaté ces derniers temps à Bamako. Vous allez voir souvent des gens qui souffrent, hein. Il ne faut pas minimiser leur souffrance, hein, en fait, parfois qui passaient des nuits devant des stations, on a vu des images. Mais qui disaient quand même que s'il fallait tenir comme ça, ils allaient tenir.
Donc il y a beaucoup qui pensent comme ça. Donc je pense que les soulèvements populaires tant espérés, qui avaient été espérés par les ennemis du Mali, n'est pas apparu. Donc au final, finalement, ça crée un sentiment d'unité. Mais jusqu'où ira cette détermination? Oui, alors le gouvernement sera pas au pied au mur. C'est toute la question et c'est pour cela qu'il est important aussi pour le gouvernement de prendre des mesures urgentes. À mon avis, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que le peuple malien a quand même été résilient toutes ces années, malgré les difficultés économiques, etc. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le gouvernement a une dette envers la population malienne. Et je pense qu'il faut tout faire pour ne pas les décevoir. Mais à tout moment, ça peut... Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, tant que la menace viendrait des groupes terroristes, tout ça, parce qu'au final, ce qui est en jeu, c'est la forme laïque même de notre pays. Parce que le Mali a toujours été une république multiconfessionnelle et où il n'y a jamais eu de problème d'ailleurs, c'est-à-dire entre les différentes confessions religieuses. Donc ce qu'ils tentent de faire ces groupes terroristes, c'est quoi? C'est de mettre à mal tous les fondements de notre société. Et je ne pense pas que les Maliens, dans leur grande majorité, accepteront cela. Donc finalement, au contraire, je pense que tant qu'on va aller sur ça, effectivement, il peut y avoir des tensions, mais je ne pense pas qu'il y aura un soulèvement comme ça. Vous savez, l'allié objectif des terroristes, c'est la junte. Puisque aussi longtemps que durera le terrorisme, la junte se vautrera au pouvoir. Et donc, c'est indécent que des supports de la junte nous traitent, nous, démocrates, par essence, des soutiens au terrorisme. C'est ce que vous faites. Et j'ai condamné sur tous les plateaux, j'ai condamné dans toutes nos communications, à mon nom propre et au nom du gouvernement, le terrorisme, quelle que soit sa forme, y compris le terrorisme de la junte qui a déployé sur le Mali des mercenaires sanguinaires, des terroristes, des gens issus d'une organisation terroriste, en l'occurrence Wagner, qui a écumé tout le pays à tuer des Maliens en toute impunité. Pas plus tard que 2 semaines, un des mercenaires russes a tué à bout portant un gérant de bar qu'il a tout simplement demandé de rentrer chez lui, puisque l'établissement doit fermer, en toute impunité. Et donc, le terrorisme d'État, c'est vous qui l'avez amené dans le pays. Nous, on ne connaissait pas ça. Ramener des gens, des criminels, des grands chemins, des bandits de grands chemins, les sortir des prisons russes pour les déverser dans nos campagnes pour tuer des Maliens, c'est vous qui les avez faits. Donc, les terroristes, c'est vous, c'est pas nous. Nous, on n'a pas de groupe armé. Vous avez dissous les partis politiques. Alors, on a continué à faire un combat digne, un combat politique. On aurait pu créer des groupes armés à la place. Je termine encore sur ce point pour dire que, vous savez, ceux qui soutiennent encore cette junte sont fanatisés parce que caressés dans leur orgueil national. Et ça me rappelle les nazis qui avaient des fanatiques jusqu'au dernier jour, qui pensaient vouloir gagner la guerre. Vous comparez la junte au nazisme. Je compare le contexte. Nous sommes un peu à l'époque du nazisme, monsieur. Non, je compare le contexte. Le contexte actuel fait référence à la période du nazisme. Oui, l'endoctrinement. Vos mots sont quand même assez forts. Non, attendez. Je vais vous dire, au Mali aujourd'hui, vous savez, la coalition malienne... Il a vilipendé la presse internationale. Quelle presse libre y a-t-il dans notre pays aujourd'hui? Réponse Ibrahima. Attendez. Je termine encore sur ce point. La question des réfugiés. Ce régime a pris en ennemi les régimes ivoiriens. Aujourd'hui, les régimes en place au Mali, de manière autocratique, devraient avoir honte d'échouer à sécuriser les Maliens, au point que des Maliens se réfugient en grande quantité. 30 000 personnes à Loulouni ont déjà traversé, semble-t-il, les frontières vers la Côte d'Ivoire. On n'a pas ce chiffre officiellement. Mais c'est l'effectif de la ville. Bien, allez-y, Ibrahima. Oui. Donc, je pense qu'il y a une clarification que j'aimerais faire, c'est que je ne suis pas représentant du gouvernement du Mali. Donc, vous ne vous adressez pas à moi comme étant membre du gouvernement du Mali. Ça, c'est la première des choses. Donc, je tiens à clarifier, je suis un citoyen engagé qui s'exprime sur la situation de son pays, tout simplement.
Maintenant, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Quand je disais qu'il y a une différence entre la lutte politique, donc le changement politique, et le soutien au terrorisme. Parce que vous savez, effectivement, les partis politiques ont disparu au Mali. Mais si vous avez vu récemment, il y a un certain nombre d'acteurs, donc d'anciens acteurs politiques, si on peut les appeler comme ça, qui ont fait un communiqué sous le label des communiqués citoyens et qui se sont clairement distingués de la lutte que vous menez donc, en soutien aux terroristes. Donc c'est pour vous dire que la diversité d'opinions au Mali existe toujours, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, quand bien même qui ne sont pas pour la transition, qui sont contre les autorités en place, mais ils disent qu'ils ne vont pas s'allier avec les terroristes pour l'effondrement de l'État. Moi, c'est toute la différence entre nous. Parce que vous, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à tout, mais vraiment à tout, pourvu qu'il y ait l'effondrement du Mali. Soit qu'il faudrait parler... Et c'est cette diversité qu'on a voulu faire vivre sur ce plateau avec vous deux. On a vu des positions radicalement opposées. C'est ça le débat d'idées. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On poursuivra le débat, on suivra de très près ce qui se passe au Mali. Mais là, il faudrait que je rende l'antenne. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Télé Sud avec beaucoup de pensées pour le peuple malien.